Prenons par exemple le pétrole. On veut développer les énergies renouvelables. Avec le fait qu'on n'aura plus de droits de douane, vous allez avoir le Canada qui va pouvoir vendre en France son pétrole. Voilà. Mais on va aussi avoir la France qui pourra vendre au Canada, non? Qui aura accès à ce marché-là. Oui, potentiellement, c'est important, non? Oui, mais comprenez que c'est le moins-disant qui va fonctionner. Si vous prenez la question des pesticides, si vous prenez la question du saumon transgénique, si vous prenez la question de la ractopamine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un produit chimique pour engraisser les animaux et les faire grossir. Tous ces produits-là, qui en France sont protégés par le droit européen ou par le droit français, comme le principe de précaution qui existe en France et en Europe, mais qui n'existe pas au Canada, eh bien, ce qui va fonctionner, c'est le moins-disant. Le moins-disant environnemental. Le Conseil constitutionnel s'est penché là-dessus et il dit qu'il n'y a pas atteinte au principe de précaution. Non, le Conseil constitutionnel s'est penché sur la question et estime qu'il n'est pas en contradiction avec la Constitution française, ce qui me fait dire que nous avons bien raison, à la France insoumise, de demander une nouvelle république et de dire qu'il faut réécrire cette Constitution qui n'est plus adaptée aux défis contemporains et qui ne permet pas de nous protéger. Donc notre souveraineté est atteinte, il faut bien comprendre. Notre souveraineté est atteinte, au point que des multinationales, demain, vont pouvoir porter plainte si des politiques publiques progressistes sont menées en France et contrarient les intérêts économiques d'une multinationale, puisque seront créés des tribunaux arbitraux, c'est un peu complexe, mais ce sont des tribunaux assez particuliers, que pourront saisir des multinationales si elles estiment que l'État a pris, que les pouvoirs publics... Alors la Wallonie avait bloqué sur cette question-là et finalement elle a donné son accord. Ça va doper les échanges de 25%. Non, n'importe quoi. Non, c'est faux ça. Mais bien sûr que non. Ces chiffres qui circulent. Oui, mais ces chiffres. Enfin, moi, j'ai d'autres chiffres qui circulent, des études sérieuses qui ont été prises en. C'est pas la pure logique financière alors du coup qui guide les pas du président Emmanuel Macron? Bien sûr que c'est une logique financière. Ce CETA, c'est un chèque en blanc pour les multinationales. Il faut bien le comprendre. Et on nous vante l'impact sur l'économie. Mais moi, l'étude que j'ai lue, elle dit plutôt que ça va pénaliser la France, l'Europe. 200 000 emplois en moins potentiellement pour l'Europe et 45 000 en moins pour la France. Et je sais que quand on avait négocié l'ALENA, les Mexicains, on leur avait dit « vous inquiétez pas, vous allez avoir de très nombreux emplois ». Et au final, ils en ont eu fort peu d'emplois. Il y a quelques garde-fous parce qu'il y a 42 produits français qui bénéficient du label produit d'origine géographique. Ça veut dire que par exemple, on pourra vendre du Roquefort, du Comté. Ça, ce sera une appellation française. Ça permet de protéger quand même nos produits français. La logique globale du CETA, qui est un document absolument volumineux. D'ailleurs, je m'amuse au moment où on nous explique que le Code du travail doit être décomplexifié et rabougri. Pour le CETA, je constate qu'on fait des textes à rallonge énormissimes, sans aucune consultation des parlements, puisque le Parlement a été, en tout cas, pris en considération, puisque le Parlement français a été consulté, il a rejeté le CETA et maintenant il est mis en œuvre de façon suspensive sans même que le Parlement ait été tout simplement à nouveau associé. Rendez-vous compte. Et en plus, sans débat public. Donc moi je pense qu'un référendum sur le CETA et tout ce type de traité serait un minimum démocratique aujourd'hui. C'est ce que vous demandez à la France Insoumise ? Un référendum sur le CETA et nous demandons un débat au Parlement et nous estimons scandaleux que le gouvernement ait tout simplement continué à appliquer, à négocier dans le dos des peuples et ne suspende pas l'application du CETA qui entre en vigueur dès demain de façon quasi totale. Alors entrée en vigueur provisoire effectivement demain. On le voit, on vous entend et à l'Assemblée on voit également que peu de députés défendent le texte. Tour d'horizon des positions des groupes avec François Chevret et Eugène Sandoz. À croire que personne n'en veut. À la veille de l'entrée en vigueur du CETA, il est bien plus difficile de trouver des défenseurs que des opposants à cet accord. Principal argument pour la gauche de la gauche, l'impact des échanges commerciaux sur l'environnement. C'est un accord qui comporte des risques. Et quand il y a des risques pour l'environnement, pour la santé, pour l'économie, il y a ce qui s'appelle le principe de précaution. Et les risques étant avérés par la commission qui était chargée de vérifier s'il y avait réellement ces risques ou si c'était une lubie des militants associatifs, politiques, etc. Maintenant, il est avéré qu'il y a des risques et donc application du principe de précaution. Alors que les Républicains n'ont pas encore d'avis tranché sur le CETA, la majorité n'est pas plus avancée. Le MoDem ne communique pas sa position mais rappelle que Marielle de Sarnez s'est abstenue il y a 5 mois lors du vote au Parlement européen. Quant au groupe La République En Marche, la priorité, c'est le budget.
La question du CETA sera réglée plus tard. Pourtant, certains députés LR-EM refusent le traité dans sa forme actuelle. Aujourd'hui, le climat, c'est le grand absent de l'accord du CETA. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts indépendants qui le disent. Donc il faut arriver à renforcer, à compléter le CETA, pourquoi pas par un accord bilatéral entre l'Union européenne et le Canada sur ces questions de climat, pour faire par exemple que le CETA ne permette pas d'importer des combustibles fossiles issus de sable bitumineux, par exemple. Les députés La France Insoumise et communistes doivent manifester cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Une assemblée qui n'a pourtant pas été consultée par le gouvernement sur les modalités de l'accord de libre-échange. Alors Clémentine Autain, oui. Vous allez manifester, vous, cet après-midi ? À 13h, nous allons manifester, nous allons faire une conférence de presse à 14h avec toute une série d'associations, syndicats engagés contre le CETA. Et je peux vous dire que nous sommes très en colère par le silence médiatique, y compris. Je veux dire, il y a un processus on en parle ici ce de matin. Diplomatie secrète qui est assumé par les gouvernements. Et je veux dire, Emmanuel Macron peut très bien aller faire des discours à l'ONU pour dire je vais tenir tête à Monsieur Trump sur la question du climat. Si c'est pour ensuite signer le CETA et appliquer le CETA, franchement, tout ça est une triste blague. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait un référendum, qu'il faudrait un nouveau débat. Il y a la Nouvelle Gauche qui a demandé la suspension de l'application, donc c'est pour demain. Vous allez demander aussi ça ? Bien sûr, nous demandons la suspension. Nous l'avons demandé lors de la réunion la semaine dernière et nous étions majoritaires dans cette réunion à solliciter le gouvernement là-dessus, qui a fait la sourde oreille totale et qui a dit mais non, c'est comme ça, ce sera appliqué dès demain parce que ça a été négocié. C'est pas trop tard aujourd'hui, il y a encore moyen de faire changer les choses. Il n'est jamais trop tard pour arrêter ce qui va être très coûteux sur le plan environnemental et sur le plan social et économique. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Vous savez, ce sont aussi des services publics qui vont être menacés. C'est notre santé qui est en jeu. C'est notre santé qui est en jeu. Le Canada n'a pas ce principe de précaution. Donc rendez-vous compte que nous sommes là en train de tirer vers le bas les normes, de déréglementer notre économie, de ne pas nous protéger. Et j'estime que c'est littéralement scandaleux dans un monde qui exige aujourd'hui davantage de protection, davantage de prise en considération du danger climatique et du besoin tout simplement de nous tirer vers le haut socialement et non pas sans arrêt de créer des normes de moins 10 ans sociales et environnementales. Il ne faut pas ratifier ce CETA. Non, il ne faut pas l'appliquer. On va passer à présent à la revue de presse avec Ahmed Tazir. Bonjour Ahmed. Bonjour Brigitte. Alors on commence avec les duettistes aux Nations Unies, Emmanuel Macron, Donald Trump, deux visions qui s'opposent. Oui, on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, ça fait parler les éditorialistes. Le président français avait choisi de tirer le fil rouge de la voix des oubliés. Il a ainsi cité des anonymes du Mali, des Antilles ou de Syrie pour étayer son appel à la solidarité internationale. Il a même mis en garde ses homologues, indiquant à peu près que la vie des opprimés engage la vie des puissants. Reste à convaincre le principal de ses interlocuteurs, Donald Trump, et apparemment, malgré les sourires surjoués, pour l'instant, ça ne marche pas. Face à l'ONU, c'est face à l'ONU, c'est la une de Ouest France qui souligne les grossièretés de Trump permettent à Macron d'incarner une France beaucoup moins alignée sur Washington que ces dernières années, sans rien renier ni de ses traditions, ni de ses alliances, ni de ses traditions diplomatiques. Prêt à détruire totalement la Corée du Nord. Libération n'en revient pas. À la tribune des Nations Unies, Donald Trump a très violemment visé Pyongyang. ONU, Trump brandit l'apocalypse, poursuit votre quotidien. Aujourd'hui, Trump menace la Corée du Nord d'une destruction totale, écrit Laurent Geoffrin. Certes, la doctrine d'emploi du feu atomique par les États-Unis prévoit bien la possibilité d'une riposte mortelle en cas d'atteinte aux intérêts vitaux américains ou à ceux de ses alliés, mais les traditions prudentes dans ces parties au bord du gouffre, que sont les affrontements entre nations nucléaires, de choisir ces mots et d'éviter toute escalade intempestive. D'une seule phrase tonitruante, Trump jette à la rivière toute une tradition de retenue stratégique et verbale, et personne ne peut le relever de ses fonctions. Les duettistes des Nations Unies, c'est l'édito de Christophe Lucet dans Sud-Ouest. Ils ne se quittent pas, pourtant ces deux-là ne sont pas d'accord sur grand-chose. Grimpant chacun pour la première fois à la tribune des Nations Unies, le président américain et français ont fait étalage de leur divergence, de l'accord climat à celui sur le nucléaire iranien, en passant par la Corée du Nord. Il semblait aux antipodes, l'un brandissant la loi d'airain de l'unilatéralisme, l'autre plaidant avec passion pour le combat collectif face aux défis qui assaillent l'humanité. Voilà.
pour l'édito qui résume bien la situation. Vous l'avez trouvé comment, Emmanuel Macron, Clémentine Autain? D'abord, je préfère le profil plus multilatéraliste et tenant tête à Donald Trump. Le seul problème, c'est que je vois beaucoup de contradictions entre ce qu'il a affiché hier et ce qui va se traduire concrètement dans les faits. D'abord, comme je le disais sur la question du climat, il ne suffit pas de tenir tête dans les propos, il faut que cela se traduise dans les actes. Et quand il signe le CETA, je ne vois pas très bien comment ça peut fonctionner. Et pareil sur l'ONU. Je veux dire, l'ONU, si on veut lui redonner de la place, alors il faut poser la question des moyens concrets de l'ONU, du changement de son mode de fonctionnement. Et on est resté sur les équilibres de 45. Je pense qu'il faut une refonte bien plus profonde. Et la France pourrait être audacieuse pour emmener un mouvement de refonte de l'ONU. Les Américains aujourd'hui aussi. Oui, mais bien sûr qu'il ne faut pas simplement les Américains, parce que Donald dans Trump l'ONU, l'enjeu de l'ONU, c'est aussi de sortir un peu des impérialismes d'hier, pour essayer d'avoir un système plus efficace et avec des représentations. Visiblement, on n'a pas les mêmes règles avec les Américains. Ressemble davantage au discours de multilatéralisme que ce qui est donné. Quand Donald Trump dit qu'il veut détruire peut-être la Corée du Nord si Pyongyang l'attaque, c'est une catastrophe. C'est l'escalade de la violence. Bien sûr, c'est extrêmement préoccupant. L'attitude de Donald Trump dans cette question de la Corée est terriblement préoccupante. Et en même temps, la Corée du Nord est un régime, moi je pense qu'il ne faut absolument pas les prendre pour des fous, mais pour des acteurs rationnels qui malheureusement ont une stratégie qui est une stratégie mortifère. Donc là, précisément dans ce sujet-là, comme dans d'autres, mais celui-ci est particulièrement grave et préoccupant, je crois que l'ONU pourrait être un outil efficace à la condition que son pouvoir ne soit pas, y compris, laminé par la puissance du FMI ou de l'OMC, parce que malheureusement, on le sait, les questions internationales, elles reposent aussi sur des équilibres économiques qui sont maîtrisés par d'autres organismes. Donc, bon. On poursuit cette revue de presse, Ahmed, avec un petit jeu qui a dit quoi? Qui a dit quoi, hein? Qui a dit je veux une Assemblée nationale efficace? Allez, c'est fastoche. Hein. Ce matin, vous l'avez entendu, oui, Monsieur de Rugy. Voilà, hein, François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, hein, qui va installer aujourd'hui les 7 groupes de travail visant à réformer le travail parlementaire. Hein, un chantier moins spectaculaire, mais tout aussi important pour améliorer la fabrique de la loi. Aujourd'hui, il peut se passer 1 à 2 ans avant qu'une loi n'ait une application concrète dans la vie des Français. Ça n'est pas supportable du point de vue de la démocratie, déclare le président de l'Assemblée nationale, au Parisien aujourd'hui en France. Hein. Il propose notamment de réduire le nombre de navettes parlementaires, hein, par exemple, en passant de 2 lectures à une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce serait une amélioration intéressante. Je suis assez sceptique parce que, bien sûr qu'on veut tous que l'Assemblée nationale soit plus efficace. Ça paraît une litote. Mais on ne peut pas les légiférer plus vite et mieux. Se fait sur le dos de la démocratie. Regardez les ordonnances sur la loi travail. Vous allez me dire c'est efficace, ça va très vite. Bon, mais c'est un déni de démocratie. Donc la démocratie, elle suppose le temps de la discussion, de l'échange, du débat public. Et donc faisons attention. Autant je pense que dans certains domaines qui, par exemple, seraient votés des micro-lois très bénéfique pour la population et qui mettrait trop de temps à entrer en vigueur, peut-être qu'il faut imaginer un processus plus rapide. Mais n'escamotons pas les grands débats. Et en l'occurrence, sur les annonces de M. de Rugy ce matin, ce que je constate aussi, c'est qu'il va faire des groupes de travail. Bon, écoutez, la réforme du Parlement, elle mérite mieux que des groupes de travail. Elle mériterait un vrai débat au Parlement et une réforme d'ampleur de nos rouages institutionnels. Dans la loi que nous avons discutée de moralisation de la vie publique, ce qui m'a frappé, c'est une certaine stigmatisation des parlementaires, comme si c'était là que le bas blessait dans le rouage démocratique. On exonère les lobbies financiers, on exonère le poids des grands médias, on ne raisonne, à mon avis, pas correctement sur la démocratie et tous ces rouages. Et je crois qu'on se leurre à penser que par quelques groupes de travail, on va réduire la défiance qui existe aujourd'hui de la part des Français à l'égard de ces institutions et de son Parlement. Avec Clémentine Autain, qui a dit il ne faut pas capituler. Ça peut être beaucoup de monde. Hein. Capituler, oui, ça, alors là, c'est assez large. C'est Christiane Taubira, hein, dans un entretien au Midi Libre. Elle revient sur sa période de ministre de la Justice, hein, cible de multiples critiques sur sa politique, hein, qualifiée de laxiste. Elle raconte « Je suis allée au premier conseil des ministres le jeudi de l'Ascension. Le dimanche, il y avait déjà une polémique sur mon dos. Elle n'a jamais cessé, ça a pris toutes les formes possibles, c'était énorme. Néanmoins, je travaillais intelligemment avec les syndicats de policiers ou le directeur de la gendarmerie, mais manifestement, depuis que je suis parti, la délinquance
délinquance a disparu de ce pays. Il n'y a plus d'actes de criminalité, plus de polémiques, plus d'injures, plus rien. C'est calme. C'est calme. Ironie. Ironie. Le dossier du jour, vous l'avez choisi aujourd'hui. On le retrouve dans les pages de l'Humanité. Des témoignages de salariés qui vont perdre leur contrat aidé. Oui, frappés par le plus grand plan social de France. Des salariés témoignent, titre l'Huma. Le gouvernement, vous le savez, veut supprimer 250 000 contrats aidés d'ici à 2018. La mobilisation s'organise, écrit votre journal. Et c'est du travail concret qui risque de disparaître. Mon journal. Moi, je dirais votre journal. Tout à fait. Je dirais un journal qui s'appelle Regard. J'aime beaucoup l'Humanité. Je m'adresse aux téléspectateurs en disant votre quotidien, votre journal, l'Humanité. C'était pas à vous. Et donc je disais, c'est du travail concret qui risque de disparaître. Ce témoignage d'Ahmed Djibrani, il est collecteur-distributeur à la Banque alimentaire d'Île-de-France. Sans nous, qui livrera l'aide alimentaire aux associations, demande-t-il aux journalistes de l'Huma. Sur les 5 salariés, on est 2 contrats aidés. Qui livrera les associations? Des contrats aidés, donc pas des statistiques, mais des visages, des parcours. Ce visage, celui de Véronique, qui travaille en contrat aidé depuis plus de 2 ans dans une association qui œuvre pour l'accès à la culture dans le quartier de la Grande Borne, à Grigny, dans l'Essonne. À propos des activités, il propose des activités pour les adultes, le Louvre, la Cité des Sciences. Ce sera très dur pour moi, mais aussi pour l'association qui devra fermer ses portes, puisque 4 des 5 emplois sont en contrat et des parcours, donc des visages. Celui de Nadège, qui est technicienne à Fréquence Paris Pluriel, une radio engagée qui combat notamment les violences policières depuis 25 ans. Contrat aidé pour 20 heures par semaine, rémunéré 660 €. Un contrat de merde, très précaire, dit Nadège, mais ce poste-là, je l'aime. Nous avons 5 contrats aidés. Sans eux, la radio meurt. Les villes montent au front contre la suppression des contrats aidés. Poursuit votre journal, visez Emmanuel Macron. La fête de l'humanité n'a rien inventé. Jean Tourloupe, le personnage de comédie venu représenter ce week-end le gouvernement au procès de la loi travail, est vraiment au pouvoir, écrit Sébastien Crépel dans l'Huma. Le problème est que cela commence à se voir. Les contrats aidés que l'on supprime en les sanctuarisant, les fonctionnaires qu'on va augmenter en leur infligeant une hausse de la CSG, leur nombre qu'on stabilise en supprimant 1600 effectifs l'an prochain, les loyers qu'on baisse en sabrant les APL, les colères montent. La grande peur du pouvoir est qu'elles parviennent à s'unir, conclut l'éditorialiste. Vous êtes inquiète de ce budget de 2018 et de cette suppression des contrats aidés? C'est un scandale parce que, évidemment, on peut contester ces contrats qui sont des contrats précaires. Mais le problème, c'est que le gouvernement, au nom de cette précarité, va précariser plus encore ses personnels, puisqu'on leur dit c'est terminé. Elle va faire une réforme de la formation. Oui, bien sûr, mais immédiatement, là, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des associations, des collectivités qui, du jour au lendemain, perdent des salariés qui occupaient des missions utiles pour la société, et vous allez avoir des salariés, des personnes qui étaient embauchées, qui se retrouvent du jour au lendemain sur le carreau. Où est l'amélioration? Où est le mieux? Il n'y a pas. Donc, moi, si le gouvernement avait dit, écoutez, ces emplois sont trop précaires, on va augmenter leur salaire et puis garantir une meilleure sécurité de leur contrat, nous aurions applaudi des deux mains. Mais là, ce qu'il fait, c'est un grand plan social qui s'ajoute d'ailleurs, pour les associations, permettez-moi de le dire, parce que c'est, je pense, le plus grand plan social de France. Le monde associatif, aujourd'hui, impacté par la baisse des dotations aux collectivités, impacté par la baisse des budgets publics globalement, plus les contrats aidés, je vous assure que le tissu associatif, qui est pourtant vital pour la démocratie, pour la vie culturelle, pour la vie sportive, je ne veux pas faire tous les domaines, pour le lien social. Et bien malheureusement, ces associations se trouvent aujourd'hui malmenées par les gouvernements successifs. Allez, un petit peu d'humour pour terminer, Ahmed, c'est le dessin du jour. Il est signé Marc Large dans le Sud-Ouest. Le Parti Socialiste met en vente Solferino. Aucun prix n'est annoncé pour l'hôtel particulier de 3000 m² à Paris, qui sera vendu à l'issue d'un appel d'offres. Le conseiller immobilier avertit, je ne vous cache pas qu'il faudra quelques petits travaux de rafraîchissement. Non, je peux me permettre 30 secondes, allez-y. Non, parce que la question aussi de la vente ou de la sous-location de la place du colonel Fabien est en question. Et je pense que c'est le siège du Parti communiste français, le siège du Parti socialiste. Et je pense que c'est un symptôme. Et peut-être que de la mort des partis.
de ces grands partis qui ont quand même structuré la vie politique de la gauche symbole au de la mort du siècle. PCF, alors, la vente du colonel Fabien. Et pareillement pour la social-démocratie, ne parions pas sur la mort, mais au contraire, d'une renaissance possible, non pas des structures, mais des idées qui ont porté ces peut-être familles pour s'installer politiques dans des quartiers plus populaires, comme c'est le cas au Parti socialiste. On veut aller dans un quartier plus populaire. Oui, parce que la place du colonel Fabien, elle est à colonel Fabien dans le 19e, c'est pas à Paris, c'est quand même un des quartiers populaires. Je parlais de Solferino. Pour Solferino, écoutez, c'est à eux de savoir où est-ce qu'ils habitent, et ça n'a pas l'air très clair. On va interroger Luc Arvounas qui sera avec nous dans quelques instants. Merci Ahmed pour cette revue de presse, merci Clémentine Autain.